Bonjour tout le monde, je m'appelle Joanne Lessard, je suis adjointe à la chaire Religion, Spiritualité et Santé de la Faculté de Théologie et de Sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Et c'est moi qui ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce vivifiant panel étudiant qui nous présentera 4 projets de recherche, des projets qui sont soit menés par la chaire, soit par des récipiendaires des bourses de la chaire. Des projets donc qui bouillonnent actuellement en spiritualité et santé. Tout d'abord, merci à nos donatrices et à nos donateurs qui permettent à la chaire de poursuivre sa triple mission de recherche, de formation et de diffusion, et d'offrir donc ce type d'activité qui nous réunit aujourd'hui. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, que vous soyez fidèles abonnés ou à votre première rencontre avec nous. Merci de nous accueillir là où vous êtes, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, en ligne ou en personne. Nous diffusons aujourd'hui à partir de la salle du conseil de notre faculté. Notre rencontre se déroule comme suit. Je vais passer la parole à la professeure Hélène Champagne, titulaire de la chaire, qui vous adressera quelques mots. Puis nous entendrons ensuite nos 5 panélistes que je présenterai au fur et à mesure. Chaque communication durera 10 minutes. Suivra une période d'échange entre nous pour une trentaine de minutes. Alors Hélène, je te cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de pouvoir être présente à cette nouvelle conférence de la chaire Religion, Spiritualité, Santé. On est heureux de vous accueillir. Cette année, il y a des projets qui bouillonnent. C'est ce qui a inspiré le titre de cette rencontre. Tant du côté de la formation que de la recherche, de la diffusion. Depuis septembre dernier, j'ai calculé qu'en plus de nos boursiers à la maîtrise et au doctorat, il y a plus d'une dizaine d'étudiants qui ont travaillé comme auxiliaires de recherche ou auxiliaires d'enseignement. Donc, ça bouge, c'est vraiment inspirant, alors bravo. Les étudiants ont travaillé sur toutes sortes de sujets de recherche documentaire, mais aussi et surtout, je dirais, recherche empirique, recherche sur le terrain, auprès des personnes qui sont intéressées par les soins spirituels, qui en reçoivent ou qui en donnent. Alors, c'est pourquoi nous avons pensé vous ouvrir une fenêtre sur ce qui se passe dans les coulisses de la chaire et vous partager, dans le fond, le fruit de ces recherches. Les panélistes d'aujourd'hui vous proposent l'avancement des projets dans lesquels ils ou elles ont été impliqués. Alors, sans plus tarder, je leur laisse la parole. Alors, notre première panéliste, c'est Christine Birba, qui est étudiante à la maîtrise en théologie pratique à l'Université Laval, aussi récipiendaire de la bourse de maîtrise de la chaire Religion, Spiritualité et Santé pour son projet dirigé par la professeure Champagne, qui est une recherche intitulée « Résilience des femmes victimes d'abus sexuels chez les Adventistes du 7e jour en Martinique ». Elle va partager son fichier PowerPoint et on l'écoute à l'instant. Bonjour à vous. Je tiens à nouveau à remercier la chaire Religion, Spiritualité et Santé pour la bourse octroyée et aussi pour cette opportunité de pouvoir maintenant vous présenter ma recherche. Résilience des femmes victimes d'abus sexuels chez les Adventistes du 7e jour en Martinique. Vous savez, il y a des thèmes qui sont encore généralement tabous dans notre société contemporaine. Et celui d'évoquer les abus sexuels et leurs conséquences en font partie. Que ce soit des abus perpétrés en église, dans le cercle familial, amical, des crimes sexuels. Par ailleurs, nous observons que la victime est peu ou pas entendue, et même pas crue. Et si aucune approche pertinente et efficace est mise en place, des répercussions s'en suivront dans tous les domaines, dans celui de la santé, dans celui du social et du spirituel. Problématique. Mon domaine d'étude est celui de la théologie pratique. En théologie pratique, la définition d'une problématique est l'aboutissement d'un processus particulier. L'exemple de la toile d'araignée est parfait pour expliquer. Le moyeu, la partie centrale, représente le nœud, donc l'action de la femme face à l'abus sexuel et ses conséquences. Action qui se traduit par des pratiques de résilience. Les spirales, qui se fixent aux différents rayons et qui partent du moyeu, représentent les enjeux rencontrés dans cette pratique. Ils sont, comme vous le voyez dans la toile d'araignée, interreliés. Je vais donc brièvement présenter 3 enjeux. L'enjeu existentiel et spirituel. L'enjeu existentiel est primordial.
Il est le socle de tous les autres enjeux. En effet, chez l'être humain, le développement se fait par des étapes d'une recherche d'équilibre au niveau psychomoteur et au niveau intellectuel. Mais lors de chocs émotionnels, tous ces repères sont déplacés. D'un autre côté, la dimension existentielle peut également être envisagée du point de vue spirituel. Et dans le cas d'abus sexuels, c'est ce sur quoi la victime va s'appuyer, ce qui sera important pour elle ou sacré, et pour lequel elle va encore trouver du sens dans ce qu'elle vit. L'enjeu social. Dans cette sphère se joue le rapport avec l'autre. C'est la raison pour laquelle, généralement, on observe un déplacement dans la confiance, un déplacement dans le regard vers autrui. L'enjeu religieux. Dans ce contexte, c'est l'image de Dieu, sa représentation qui sont également touchées. En effet, comme précédemment indiqué, cette recherche se situe dans un cadre ecclésial, celui de l'Église adventiste du 7e jour en Martinique. Cette recherche vise à interroger des femmes adventistes du 7e jour ou qui ont fréquenté cette Église. Cela pourrait signifier que ces femmes cherchent à maintenir ce lien. Et si elles acceptent de le maintenir, c'est parce qu'elles espèrent certainement encore quelque chose. Question de recherche. Il est maintenant possible de formuler la question de recherche qui est « Comment comprendre, d'un point de vue pastoral et spirituel, le processus de résilience chez des femmes qui ont subi des abus sexuels chez les adventistes du 7e jour en Martinique ?» Données recueillies et difficultés rencontrées. Oui, j'ai commencé le recrutement dès la réception de l'approbation du comité d'éthique. J'ai utilisé la méthode Snowball Effect, donc le bouche à oreille. Mais je me suis heurtée à 2 obstacles. Le premier, mes critères étaient trop restrictifs. En effet, les femmes volontaires à participer à la recherche n'avaient pas été abusées par des adventistes du 7e jour. Deuxième obstacle, le recrutement s'étant fait par le bouche à oreille. J'ai appris que certains appels à candidature avaient été directement envoyés aux femmes concernées par la recherche, mais elles n'ont pas voulu s'exprimer. Par conséquent, j'ai élargi mes recherches et mes critères aux femmes adventistes du 7e jour victimes d'abus sexuels en Martinique. Ce changement n'a aucune incidence dans la mesure où la recherche vise à comprendre ce qui a permis à ces femmes de devenir résilientes, de discerner l'élément de la foi adventiste qui les a poussées à la résilience. En ce qui concerne mon analyse et en lien avec les préoccupations de la chaire, il sera intéressant de préciser le rapport de la dimension religieuse et spirituelle dans le domaine de la santé face à la souffrance. Car dans la mesure où nous parlons de résilience, donc de cette faculté à pouvoir rebondir face à des circonstances difficiles, la santé mentale et le bien-être ont un lien très étroit avec la résilience. Aujourd'hui, j'en suis à l'analyse d'une participante sur 2. Je l'appellerai Madame Tournesol. J'ai choisi une approche phénoménologique qui, à travers le témoignage de Madame Tournesol et selon la conscience qu'elle a du phénomène, nous permettra de dégager les constituants du phénomène de résilience. Autrement dit, ces constituants sont ceux qui vont rendre visible la résilience de Madame Tournesol dans le cas d'abus sexuels. Tels sont les constituants en lien avec les objectifs de la chaire. Faire l'expérience de la résilience dans le soutien divin. Esselée dans sa souffrance et sa douleur, confuse par rapport à ce qui lui arrivait et en quête de réponse. Très jeune, Madame Tournesol a vu sa foi en Dieu croître au point de se sentir prête pour demander le baptême à 10 ans, ce qui est très jeune dans la foi adventiste. Dieu est devenu son unique confident, son unique secours
est son unique espoir. Pour elle, il était la vie, vie à laquelle elle s'accrochait, puisque elle-même se sentait morte émotionnellement et psychiquement. Faire l'expérience de la résilience dans ses études. Madame Tournesol a découvert l'univers de la psychologie à 20 ans. Ça a été comme une rencontre. Et en quête de réponses et de bien-être mental, elle s'est donc engagée dans une formation universitaire en psychologie. Faire l'expérience de la résilience dans l'écoute d'elle-même par rapport à ses ressentis, ses émotions ou orientations, fait de manière inconsciente ou fortuite. Adulte, Madame Tournesol a ressenti, je la cite, le besoin d'avoir envie de dessiner. Elle a alors expérimenté l'art-thérapie. Et c'est justement à travers le dessin qu'elle a pu s'exprimer, qu'elle a pu dire ce que inconsciemment elle vivait, ressentait, percevait en elle-même. C'est d'ailleurs à travers d'activités artistiques musicales qu'elle a pu ressentir de l'apaisement au niveau de ses émotions. De manière fortuite, elle a utilisé l'arbre généalogique comme outil. Et ce dernier lui a été personnellement bénéfique pour comprendre ce que l'abus qu'elle a subi veut dire de sa famille et vient dire dans sa famille. Faire l'expérience de la résilience dans l'accompagnement d'un professionnel. Adulte, Madame Tournesol a pu rechercher de l'aide quand elle était au plus mal, confrontée à des problèmes existentiels. Elle a trouvé dans cet accompagnement des outils pour mieux comprendre et mieux faire face à ces problèmes existentiels. Faire l'expérience de la résilience dans la rencontre avec l'agresseur. Adulte et dans ce processus de guérison, Madame Tournesol a fait le pas d'aller à la rencontre de l'agresseur, chez lui, dans sa famille. Elle a fait le choix d'une confrontation en privé, dans sa propre voiture. Elle a soutenu ses propos. Elle a défié l'agresseur face à son déni, avec une argumentation solide, étayée de preuves. Sa motivation était de dire, de briser son statut de victime muette, et ainsi être libérée de la chaîne du mutisme en vue de sa guérison. Faire l'expérience de la résilience dans le temps. Madame Tournesol mentionne plusieurs fois l'importance du temps, que sa guérison a pris 25, 26 ans. Elle parle aussi de blessures de l'âme. Avec le temps, elle a franchi plusieurs étapes qui l'ont amenée peu à peu à débloquer certains points dont la finalité était d'arriver à se frayer un chemin pour s'en sortir et tendre vers la guérison de l'âme. Madame Tournesol dit incarner la résilience. Dès le départ, elle s'est accrochée à la vie qu'est Dieu pour elle. Elle a trouvé plusieurs moyens d'expression pour dire, par l'art-thérapie, par la rencontre avec l'agresseur, ce qu'elle a longtemps refoulé. Elle a trouvé des réponses dans ses études, de même qu'en consultant un professionnel. Et toutes ces étapes, entre autres, lui ont permis de reprendre le contrôle de sa vie pour un bien-être et une satisfaction dans sa vie. Le thème de la résilience a aussi tout son sens en théologie, car la résilience peut être considérée comme une expérience de vécu du salut qui rattache à Dieu et qui donne un espoir eschatologique, christologique et sotériologique. La résilience peut être considérée comme un vécu de foi dans lequel Dieu se révèle et vient donner du sens à ce qui est vécu dans la souffrance et aussi dans la maladie et dans la mort. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Christine. On pourra échanger après l'ensemble du panel. On va maintenant donner la parole à Frédéric Lusignan,
qui est diplômé du DESS en accompagnement spirituel en milieu de santé, qui est étudiant au doctorat en théologie pratique, également sous la direction de la professeure Champagne. Frédéric est récipiendaire de la bourse doctorale Raymond Lemieux pour sa recherche, intitulée « Soins spirituels adaptés à l'adulte autiste avec haut niveau de fonctionnement ». Alors, à toi la parole, Frédéric. Merci beaucoup, Joanne. Je vais commencer, mais pour la première diapositive, je vous préviens, je vais être relativement expéditif parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux dire. Donc, je vais lire un peu qu'est-ce qu'il y a sur la diapositive pour la première, mais ensuite, on ira dans le vif du sujet. Donc, pour la mise en contexte, mon projet, c'est les adultes autistes avec haut niveau de fonctionnement se trouvent trop souvent à être suffisamment fonctionnels en société pour qu'ils ne puissent malheureusement pas avoir de réponse adéquate à leurs besoins au niveau de l'offre de services de santé actuelle et ce, tout simplement parce que ces services n'offrent que peu ou pas de soutien si la personne ne manifeste pas une déficience intellectuelle ou une maladie mentale associée. Le défi d'inclusion sociale renvoie ainsi à une réalité qui impose à beaucoup d'adultes autistes de vivre une situation d'isolement et ce, malgré une apparente intégration sociale. Bon, pour ce qui est de ma question de recherche, elle vise à découvrir comment les soins spirituels adaptés peuvent contribuer à l'inclusion sociale des adultes autistes avec haut niveau de fonctionnement. Ce que vous voyez présentement devant vous, c'est un petit peu la méthodologie que j'utilise pour ma recherche, qui est une méthodologie qui se veut exploratoire. Qu'est-ce que j'entends par exploratoire? C'est très simple. Dans ma question de recherche, il y a 3 thèmes majeurs qui sont abordés, qui est les soins spirituels pour la spiritualité, l'inclusion sociale pour la société et les personnes autistes elles-mêmes pour l'autisme. Mais quand j'ai amorcé cette recherche, l'idée, c'était d'avoir ces thèmes-là comme des boîtes, mais des boîtes vides. Pourquoi? C'était tout simplement pour que ce contenu, comment on va remplir ces boîtes, c'est durant la rencontre des personnes autistes elles-mêmes qui peuvent me dire c'est quoi leur perception, leur compréhension, leur manière de voir ces différents thèmes. Donc, c'était vraiment d'être à l'écoute des voix des personnes autistes. Donc, c'est pour ça que c'est à travers des entretiens semi-dirigés individuels que j'ai été à l'écoute des différentes personnes pour voir comment ce contenu se crée pour les différents thèmes. Ensuite, au niveau de l'étape de l'analyse des données, c'était de voir comment rassembler tout ça de sorte à avoir quelle cohésion qui se crée à travers ces différents thèmes-là dans leur ressemblance, mais également leur dissemblance. L'idée, c'est à travers tout ça de réussir à créer un cadre théorique qui représente un peu le contenu de qu'est-ce que les personnes ont verbalisé. Présentement, actuellement, au niveau de l'étape que je suis dans le cadre théorique qui est en train de se construire, de se créer. Une fois que ça va être accompli, c'est là où est-ce que je vais tomber dans une étape de réflexion théologique pour ultimement arriver à une proposition théologique. Donc là où est-ce que c'est important de retenir concernant la méthodologie, c'est que c'est vraiment une dynamique exploratoire dans la mesure où est-ce que je pars simplement avec un espace vide, c'est vraiment les personnes rencontrées qui remplissent cet espace, puis après moi, il s'agit de faire une démarche d'analyse et de réflexion qui va se montrer fidèle en linéarité avec ce qui a été dit. Ultimement, l'idée, c'est d'arriver à une proposition théologique, bien sûr, mais cette proposition théologique, c'est simplement ensuite pour revenir au début et voir est-ce qu'il y a possibilité, à travers la proposition théologique, d'éclairer la question de recherche pour possiblement y répondre. Je passe relativement vite ce qui est de la méthode. Au pire, on peut revenir à l'étape des questions pour des précisions parce que j'aimerais aujourd'hui qu'on profite de premiers résultats préliminaires de ma recherche qui permet un petit peu mieux de voir le fonctionnement de la personne autiste avec au niveau de fonctionnement, mais son fonctionnement interne. Et pour ce qui est de l'enjeu de l'inclusion sociale, justement. Puis pour rendre ça le plus simple possible, je prends ce même tableau, mais on va faire un parallèle pour ce qui est du fonctionnement de la personne autiste. Bon, ici, en bas, on peut voir « être autiste ». Dans la littérature, on peut lire que les personnes ont l'autisme, les personnes sont atteintes du trouble de l'autisme ou les personnes sont autistes. Ce qu'il faut savoir, pour la majorité des autistes avec haut niveau de fonctionnement, quand ils parlent de leur autisme,
ils disent qu'ils sont autistes. Donc, c'est à partir de cette posture-là qu'on peut aborder la dimension être autiste. Puis ce qu'il faut savoir, être autiste, ça implique, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, pour les personnes autistes avec au niveau de fonctionnement, un questionnement initial, une première question que ça soulève. C'est comment être autiste dans un monde non autiste. Puis je ne sais pas si vous voyez, mais dans la question, il y a une tension. Comment être autiste dans un monde non autiste? Puis c'est à partir de cette tension-là qu'ils sont appelés à essayer de trouver un équilibre de vie, à partir duquel ensuite il pourra avoir un cadre de fonctionnement qui s'érigit. Mais le cadre de fonctionnement, il y en a plusieurs en fait. Si je pourrais donner l'exemple, par exemple pour le travail. La personne autiste qui va au travail, ben, il y a un cadre de fonctionnement qui va être lié au travail selon les interactions avec les différentes personnes, que ce soit les employés, que ce soit le patron, que ce soit les responsabilités attendues, les tâches à accomplir. Donc, tout ça fait partie du cadre de travail, de fonctionnement pour le travail. Un petit peu comme la méthode tout à l'heure que je présentais pour ma recherche, où est-ce que, ultimement, l'objectif, c'est d'arriver à une proposition théologique. Pour ce qui est des personnes autistes, la proposition que tout ça doit amener, c'est une proposition d'une image non autiste. Ça peut paraître surprenant, mais c'est le fait qu'ils vivent dans un monde en relation avec des gens qui ne sont pas autistes, ils doivent apprendre à cacher leur autisme, à camoufler, à amoindrir leurs traits autistiques. Juste de dire, moi je trouve ça, il y a quelque chose d'effrayant là-dedans, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il faut savoir que ce processus-là est extrêmement énergivore. Ça fait en sorte que le soir, la personne, quand elle sort du travail, est épuisée. Elle retourne chez elle, elle a besoin souvent d'avoir sa petite bulle, de juste se déconnecter de la surstimulation de la journée. Ça fait en sorte que le lendemain, ben, c'est la même routine qui recommence, puis ainsi de suite. Là où est-ce que les soins spirituels peuvent devenir une avenue intéressante, ce n'est même pas dans la possibilité de changer ce processus-là, mais peut-être de voir, est-ce qu'il y a possibilité que ça soit un petit peu moins énergivore? Qu'à la fin de la journée, la personne ait un petit peu plus d'énergie, qui fait en sorte, quand elle retourne chez elle, qu'elle peut réinvestir cette énergie, mais dans l'être autiste. Ça paraît minime comme changement, mais c'est suffisant pour changer la question de départ, qui était comment être autiste dans un monde non autiste, à quelle est ma manière d'être autiste. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais au lieu qu'il y ait un équilibre qui est appelé à se construire sur cette tension, on tombe plutôt dans un équilibre qui va dans une dynamique d'épanouissement de soi. Donc, c'est un équilibre qui surgit d'une forme de quête de soi. Donc, à partir de là, il y a un cadre de fonctionnement qui peut se reconstruire, mais qui est empreint d'une légèreté, qui peut être plus apte à respirer. Et là, on peut aussi réfléchir à ça, où est-ce qu'il va y avoir une capacité après ça d'adaptation. Mais tout ça, éventuellement, ça peut peut-être également amener une nouvelle proposition. Tout à l'heure, je disais que dans le fond, le processus, c'est de partir d'être autiste à avoir une proposition d'une image non autiste. Mais dans ce cas-là, on tomberait dans une nouvelle proposition, ce serait une proposition d'autisme comme être de relation. Ça peut paraître un peu éthéré, ce que je dis. Est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir faire ça? Est-ce que les soins spirituels peuvent le faire? Personnellement, je pense que oui, c'est pour ça qu'il y a la recherche qui se fait. Mais même si on ne tient pas compte de ça pour l'instant, il y a déjà des personnes autistes. Ce n'est pas la majorité, malheureusement, loin de là, mais il y a déjà des personnes autistes avec haut niveau de fonctionnement qui ont réussi à faire ça. De par leurs propres ressources, leur propre capacité, leur propre apprentissage, expérience, ils ont réussi à avoir cette proposition d'autisme comme être de relation. Puis quand ils parlent de leur autisme, ils ont tous un même élément. Non seulement qu'ils disent qu'ils sont autistes, mais ils sont autistes et fiers de l'être. Donc, en quoi que ce résultat préliminaire est intéressant pour ma recherche? Je vous dirais tout simplement que envisager des soins spirituels adaptés, bien, je ne peux pas voir autrement que cette direction-là. Les soins spirituels adaptés doivent amener la personne autiste, non seulement à se reconnaître dans son être autiste, mais
être fier de son autisme. Voilà, je vois que j'ai terminé, je vois que j'ai parlé peut-être rapidement, je vois que je suis dans les temps, mais tant mieux parce que dans les derniers jours, je débordais toujours. Donc, c'est tout simple que ça. Alors, tout à l'heure, dans la période de questions, je serais très intéressé à vous entendre s'il y a des détails. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Tu peux clore ton PowerPoint. Nous accueillons maintenant deux panélistes pour le prochain projet. D'abord Marc Pépin, ensuite Audrey Simard. Marc Pépin, qui est en ligne, est étudiant en doctorat en anthropologie à l'Université Laval pour une recherche intitulée La quête boréale des êtres, les liens relationnels entre les Inuits de Matimekos-Lac-John et Attic le caribou à l'épreuve de la contemporanéité. Quant à Audrey Simard, travailleuse sociale, membre de l'équipe d'intervention Albatros Québec, elle est étudiante à la maîtrise en travail social. Son propre projet de recherche s'intitule Ceux qui souffrent après l'aide médicale à mourir. Lorsque l'expérience d'accompagnement d'une personne chère en contexte d'AMM est nommée comme difficile par le proche, comment son processus de deuil est-il vécu? Mais ce qui amène Marc et Audrey aujourd'hui, c'est leur travail d'auxiliaire de recherche pour un projet d'aide professeur Hélène Champagne et Chantal Verdon. La professeure Verdon est en sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais. Un projet subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui s'intitule Partenariat spiritualité, mieux soutenir les interventions spirituelles en contexte de deuil. Nous entendrons donc d'abord Marc, suivi d'Audrey. Marc, on t'écoute. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, en juin 2024, j'ai intégré le projet Partenariat Spiritualité, mieux soutenir les interventions spirituelles en contexte de deuil. Ce projet de recherche souhaite continuer à développer et à approfondir deux champs de pratiques liés au deuil, soit l'accompagnement spirituel du deuil périnatal et l'accompagnement spirituel en contexte d'AMM. Donc, je vais tout d'abord présenter mes implications et résultats, puis ensuite Audrey présentera les retombées en lien avec la chaire et ses implications. J'ai donc rejoint l'équipe de recherche constituée de la chercheuse principale Hélène Champagne et de la co-chercheur Chantal Verdon de l'Université de Québec en Outaouais. Donc, ce qu'on voulait à travers ce projet, c'était favoriser et développer des interventions spirituelles dans les milieux de santé, fournir aux chercheurs des données sur la réalité du milieu et favoriser l'interaction entre la théorie et la pratique en vue de faire émerger des apprentissages mutuels. Nous voulions alors répondre aux problématiques suivantes. Donc, comment décrire les interventions en soins spirituels réalisées par des professionnels du spirituel, donc les ISS, en milieu de santé à l'occasion de la traversée d'un deuil périnatal et pour accompagner une situation d'AMM. Pour répondre à ces problématiques, nous avons réalisé une revue de littérature et plusieurs entretiens groupés avec des intervenants en soins spirituels. Nous devions ensuite faire dialoguer ces deux méthodes de recherche et faire un retour de ces recherches aux ISS. Donc au début, mon rôle était de prendre des notes pendant les entretiens, les retranscrire et procéder aux codifications. Donc pour ceux qui ne savent pas, la codification consiste à attribuer des mots-clés et des catégories à des portions de données afin d'organiser, comparer et analyser plus facilement toutes ces données. Puis, en attendant la prochaine rencontre, j'ai également mené la revue de littérature sur les deux types de deuil. Ensuite, je me suis concentré sur la revue de littérature et j'ai croisé les résultats entre la suite des entretiens codés, cette fois-ci par Frédéric, qui avait rejoint l'équipe, et les codifications issues de la revue de littérature. J'ai ensuite communiqué mes résultats lors d'une dernière rencontre avec les ISS, qui m'en ont fait un retour. Suite à cela, nous avons travaillé à la diffusion de ces résultats, en particulier de mon côté à travers un court article sur l'importance de la spiritualité dans les contextes, dans les milieux de santé, pardon, ainsi qu'une affiche sur nos résultats. Donc, en parlant des résultats, je vais vous les présenter succinctement. Donc, l'accompagnement spirituel est à voir comme un continuum d'intervention où l'accompagnant a plusieurs rôles. La première intervention
Et ce que j'ai appelé l'éthique relationnelle, c'est en fait la posture des ISS, leur manière d'être. Cette posture leur permet d'offrir un accueil attentif, holistique et soutenant. On peut donc dire que les ISS sont eux-mêmes l'instrument de leur accompagnement. Ils font preuve aussi d'humilité, d'écoute, de flexibilité et de réflexibilité et aussi de disponibilité. Et cela de manière à ouvrir des portes d'échange entre l'ISS et la personne endeuillée et aussi ses proches. Ensuite, la connaissance de la personne endeuillée et de sa spiritualité permet aux ISS de fournir des interventions adaptées. Donc, les échanges vont ouvrir une voie pour approfondir les questionnements existentiels, comme sur la vie, la mort ou la foi religieuse, vers la quête de sens, vers une transcendance, vers la reconnaissance de la personne endeuillée et de sa vie, mais aussi vers une verbalisation et une libération. L'ISS donc évalue les besoins, apporte du réconfort et peut initier des activités rituelles qu'on peut dire spécialisées en fonction de la personne endeuillée et de ses proches, mais aussi créatives. Cette intervention s'étend également aux proches et à l'équipe de soins. D'ailleurs, et c'est le troisième point, les ISS sont les médiateurs, des intermédiaires à la fois entre les personnes endeuillées, leurs familles et le personnel soignant. En tant que personnes pivot, les ISS agissent comme des ponts relationnels, comme des facilitateurs de la traversée du deuil. Ils contribuent à défaire des nœuds de souffrance et à ressouder ou souder des liens interpersonnels entre les personnes qui traversent le deuil. Donc aussi, nous avons identifié des besoins et des défis aujourd'hui pour les ISS. En premier lieu, ces défis sont professionnels, puisque les ISS, enfin, dans le milieu professionnel, on a trouvé qu'il y avait une méconnaissance du rôle de l'intervenant en soins spirituels et de la spiritualité, et un manque de reconnaissance et un sentiment de solitude de la part des ISS dans leur milieu de travail. Il y a aussi des besoins personnels, des défis, puisque les ISS sont confrontés eux-mêmes à leur propre deuil, à leurs propres émotions, à leurs propres questionnements, à leurs inquiétudes, et notamment des inquiétudes face à l'avenir de la profession. Et il y a aussi des défis institutionnels, parce que les ISS manquent de temps, ils travaillent dans l'urgence et doivent se déplacer, et doivent suivre aussi des protocoles assez contraignants. Donc moi, d'un point de vue personnel, durant cette recherche, j'ai approfondi mes connaissances sur le milieu de santé, milieu qui était assez nouveau pour moi, mais aussi sur l'accompagnement spirituel, sur la notion même de spiritualité, et j'ai mûri ma réflexion aussi sur les méthodes phénoménologiques, notamment en soulignant que les ISS sont eux-mêmes d'excellents phénoménologistes. Voilà, je laisse la parole maintenant à Audrey. Alors, merci Marc. Donc voilà, alors je vais commencer avec où ce projet mène pour ses retombées présentes, ses retombées futures, donc en lien avec la chaire religion, spiritualité et santé. Donc un petit rappel, la mission de la chaire s'intéresse à la compréhension, l'intégration et l'approfondissement de la participation et de l'apport du spirituel et du religieux à la santé, en particulier face à la souffrance, la maladie et la mort. Donc vous comprendrez qu'on est pas mal là-dedans. Donc, les retombées se divisent en différentes sphères. Donc, d'abord, pour les ISS eux-mêmes, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces rencontres-là leur ont permis, en fait, d'être un peu comme un groupe de co-développement aussi. Donc, ça leur a permis de continuer à structurer leur rôle, leurs interventions. Ça a permis aussi un espace de soutien et d'écoute entre les différents ISS présents. Ils ont vraiment apprécié beaucoup cette opportunité-là et souhaitent même continuer à travailler comme ça. Ça leur a permis d'identifier leurs besoins aussi entre eux. Hein, donc, ça a été riche au niveau des échanges. Pour le personnel soignant, une meilleure connaissance de ce que sont les ISS, comme dit Marc un peu, qui est encore méconnu, et permet de renseigner de façon plus globale sur l'importance de la spiritualité. Au niveau de la personne endeuillée, ça favorise un meilleur accompagnement et ça fait aussi découvrir le rôle des ISS. Puis pour le milieu de la santé en général, donc une compréhension globale de l'accompagnement du deuil par les ISS et contribuer à une meilleure santé globale des bénéficiaires.
Vous allez comprendre aussi, je vais vous reparler de petites retombées dans mon point 4. Mon implication est toute récente. Je suis embarquée dans le projet au mois de mars dernier. Donc, il restait une des rencontres avec les ISS à laquelle j'ai pu participer, hein. Témoin silencieux. Donc, ensuite, j'ai fait les transcriptions. Je me suis lancée aussi dans la codification, comme expliquait Marc, donc pour catégoriser, faire ressortir le sens de ce que toutes ces belles personnes ont dit ensemble. Donc, ça a amené beaucoup de réflexion parce que ça a été la codification finalement des 2 dernières rencontres. Donc, des nouveaux résultats, ça a nuancé certaines catégories. Donc, ça a été une période très, très riche. Puis, comme Marc a dit qu'il a préparé aussi une affiche de tout le projet, dans le fond, à partir de la problématique jusqu'aux retombées, en passant par les résultats. J'aurai la chance de la présenter à la journée facultaire de la recherche de la faculté ici de théologie et sciences religieuses et aussi au congrès de l'Association québécoise des soins palliatifs. Pour les retombées futures, on a plusieurs idées justement de publications que Marc a principalement travaillé sur une première. Mais comme je vous disais, quand j'ai fait la codification, il y a quelque chose qui m'a paru très, très, très intéressant. Donc, il y avait beaucoup de moments des rencontres qui ne répondaient pas directement à notre question de recherche. Et c'était correct ainsi, parce que c'était du semi-dirigé. On voulait laisser les ISS justement partager ensemble. Mais il y avait beaucoup de conversations vraiment très riches que je voulais prendre la peine quand même de catégoriser, de mettre de côté. Et justement, j'ai proposé à Mme Champagne que tout ça, en fait, nous montre aussi la réflexivité des intervenants en soins spirituels, qui est vraiment la capacité finalement à se regarder soi-même dans sa pratique et dans qui on est comme professionnel et comme personne. Donc, ça a amené plein de réflexions qu'ils ont partagées sur le rapport à l'impuissance, le rapport à la souffrance, le rapport à la mort, leur perception de l'aide médicale à mourir à travers leur rôle. Donc, tout ça a donné plein de données très riches qu'on pourra peut-être colliger ensemble dans une publication future. Et l'autre point qui est très intéressant, parce que moi, quand je suis arrivée dans le projet, je me disais, bon, le deuil, donc on parle des proches dont la personne est décédée, mais finalement, c'était toutes sortes d'autres deuils aussi, parce que dans le contexte d'aide médicale à mourir, on parlait du deuil de la personne face à sa propre vie aussi. Donc, les ISS travaillent auprès des personnes qui vont décéder et qui font le deuil de leur vie. Il y avait aussi les ISS en CHSLD qui travailler auprès de personnes que c'était le deuil, comme les pertes au sens large, donc le deuil de l'autonomie, le deuil de leur foyer. Et même une particularité, le deuil périnatal en CHSLD, parce que plusieurs femmes et hommes aussi parlaient de deuil périnatal vécu il y a 50, 60 ans. Donc, il y a plein de choses comme ça autour du deuil qui sont ressorties comme très, très enrichissants pour vraiment venir nuancer tout ce qu'on entend par accompagner le deuil. Donc, ça aussi pourra être une publication future. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment entrer dans le monde de la recherche, une belle plongée dans le monde de la recherche. Et je remercie Mme Champagne pour cette opportunité. Donc, c'est ce que le projet m'apporte. Merci beaucoup, Marc et Audrey. Nous arrivons à notre dernier panéliste, Émile Abouchahar, qui est étudiant au doctorat en sciences pharmaceutiques à la faculté de pharmacie de l'Université Laval, en co-tutelle avec la faculté de théologie de l'Université de Fribourg en Suisse. Il nous présente un projet de recherche subventionné par le Fonds Nouvelles Frontières en recherche, pour lequel la professeure Aline Hadj de la faculté de pharmacie agit comme directrice et comme chercheur principal, avec Hélène Champagne comme co-chercheur principal. Le titre du projet que nous présente Émile, « Gestion de la douleur totale en soins palliatifs oncologiques, une intégration précoce des soins pharmaceutiques et des soins spirituels. » À toi, Émile. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore une fois pour la professeure Champagne pour cet accueil dans la chaire ici pour ce panel et l'opportunité de présenter cette étude. Alors, comme Joanne vient de l'expliquer, alors mon projet fait partie d'une collaboration internationale entre le projet de doctorat mené par la professeure Aline Hadj et Thierry Collot et aussi comme un projet de recherche donc intersectoriel avec comme co-direction donc entre la professeure Aline Hadj et la professeure Champagne. Ce projet donc il est financé par les Fonds Nouvelles Frontières en recherche et le Arcus PAL, puis le projet de thèse aussi par différents organismes visualisés dans ce
sur cette diapositive. Qui dit Fonds nouvelles frontières en recherche dit aussi intersectorialité, donc différents secteurs qui aussi s'intéressent à un projet particulier ensemble, qui est notamment la souffrance ou bien la douleur totale dans ce cas-là. Et pour concrétiser ceci, il y a un comité consultatif qui suit le projet de recherche qui est formé par plusieurs chercheurs dans ce domaine-là, dont le professeur Pierre Gagnon, le professeur Jacques Cherblanc, Sophie Lauzier, Mylène Prunet, qui est survivante de cancer, mais aussi donc, comme patiente partenaire, elle est intégrée dans le projet, mais aussi comme intervenante en soins spirituels, et moi-même comme doctorant dans ce projet-là. Pour la mise en contexte de ce projet-là, je me pose une question. Qu'est-ce que la souffrance aujourd'hui? Est-ce une douleur? Est-ce une douleur totale? Aujourd'hui, en médecine, on dit une personne souffre, une personne a mal à la tête, etc. Donc, il y a plusieurs questions, plusieurs visions anthropologiques qui entrent en matière. Alors, est-ce que la souffrance est une douleur? Est-ce que ce sont des mots interchangeables ensemble? Eh bien, non. La souffrance, c'est vraiment le dépassement de ces différentes dimensions qui existent. Peut-être une personne a une certaine douleur physique, psychique, sociale ou spirituelle, mais lorsque le système est sursaturé et la personne entre dans des questions existentielles, on parle beaucoup plus de souffrance multidimensionnelle et c'est ça l'objet de la recherche aujourd'hui. Et imaginez que les personnes qui sont nouvellement diagnostiquées avec un cancer de stade avancé, c'est-à-dire une métastase particulière, passent peut-être par cette souffrance-là, parce que le diagnostic en soi est un diagnostic fatal qui porte en soi des éléments de souffrance. Voilà, tout en sachant que les personnes ont à un certain moment pour continuer la vie, etc. Ce qui remet en question, est-ce que les personnes qui, voilà, avec ce diagnostic fatal, pourraient avoir une meilleure qualité de vie en vivant voilà, toujours cette vie, ou bien il y a une détérioration de vie parce qu'il y a aussi l'introduction de traitements, des choses qui sont vraiment difficiles, disons, à gérer. À cela s'ajoute aussi une anxiété, une dépression, toutes les atteintes cognitives des traitements chimiothérapeutiques, une détresse spirituelle aussi, des questions existentielles et tout le côté psychiatrique aussi et mental qui entre en jeu. Alors, que faisons devant cette situation-là aujourd'hui à Québec? Ben, ça, c'est une illustration quelque part de Mylène Prunet, notre patiente partenaire, qui explique que lorsqu'elle a eu le cancer, elle a vraiment exprimé ceci à sa maman en lui disant que moi, vraiment, avec les traitements de chimiothérapie, je préférais mourir. Et puis, en expliquant ceci à l'hôpital, la seule offre de soutien qui a été offerte par l'hôpital, c'était de faire venir un psychiatre et des résidents pour parler de ce désir-là. Il n'y avait pas une intervention, disons, multidisciplinaire ou interdisciplinaire pour prendre soin de toutes ces dimensions-là. C'est une triste vérité. Alors, devant cette situation-là, on voit que l'évaluation de cette souffrance est un défi majeur et des fois, voilà, elle est sous-optimale, étant donné que les différents professionnels de santé, face à cette souffrance qui existe ou qui est présente chez des patients nouvellement diagnostiqués avec un cancer ou un cancer métastatique, ben, vont intervenir, mais d'une façon cloisonnée. Il n'y a pas une bonne communication entre les différents professionnels de santé pour prendre soin des différentes dimensions de l'être humain. Et il y a aussi un focus sur la technicité de l'acte médical. Ben, on prend soin beaucoup plus de l'acte médical, de la dispensation des médicaments, etc., sans prendre en considération l'être humain avec toutes ces dimensions dans le soin. En même temps, toutes les interventions, quand on parle d'un cancer métastatique, on parle de soins palliatifs, les interventions se font généralement en fin de vie, là où c'est trop tard quelque part. Et donc, on a constaté dans la littérature au Canada que 93% des patients atteints d'un cancer ont des besoins non satisfaits au niveau des différentes dimensions. Et cela impacte aussi le système de santé parce que qui dit une souffrance, dit une hospitalisation prolongée, dit un impact sur l'économie, sur les assurances, sur toutes ces questions-là qui font partie de la politique de santé. Donc, il est aujourd'hui très important pour nous de revoir et de déchiqueter quelque part tout le dossier ou bien le sujet de la souffrance chez les personnes pour repenser l'intervention précoce et non pas uniquement en fin de vie, mais non pas d'une façon unidisciplinaire, mais interdisciplinaire et intersectorielle. Alors, un petit graphique voilà, pour montrer la différence entre les équipes multidisciplinaires et interdisciplinaires pour comprendre encore plus ce concept. Lorsqu'on parle de la multidisciplinarité, chaque professionnel de santé agit dans sa propre dimension, dans sa propre discipline.
sans communiquer vraiment ensemble. Donc, je suis médecin, je prescris un médicament, c'est bon, j'appelle l'intervenant spirituel qui fait l'intervention spirituelle, puis il n'y a pas cette approche holistique interdisciplinaire en communiquant ensemble. Dans l'interdisciplinarité, chaque professionnel de santé aura un regard aussi sur les autres dimensions qui sont importantes, et lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'on trouve que la ressource psychologique est très importante pour la personne, ben, on fait appel à un spécialiste pour faire l'accompagnement. Donc, on s'apprend mutuellement et on co-construit ensemble un projet thérapeutique pour la personne. Donc, il y a cette nécessité aujourd'hui de repenser cette intervention précoce, mais d'une façon intersectorielle et interdisciplinaire. Et ceci répond à la réflexion stratégique aujourd'hui de la prise en charge de la souffrance, en répondant premièrement à la définition des soins palliatifs qui dit aujourd'hui que vraiment il faudrait prévenir et soulager les souffrances avec une reconnaissance précoce, une évaluation correcte du traitement de la douleur ou de la souffrance ou des autres dimensions. Et la finalité des soins palliatifs, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches aidants aujourd'hui. Donc, repenser cette intervention précoce répond aujourd'hui à la définition des soins palliatifs, mais aussi aux recommandations internationales qui dit que l'intervention précoce pourrait quelque part prévenir la venue ou bien l'incidence de certains symptômes aujourd'hui voilà, qui surviennent suite à l'introduction des traitements, que ce soit des traitements de chimiothérapie ou bien tout ce qui est soulagement de la douleur des antalgiques, la morphine, etc. C'est pour cela que dans cette intervention précoce, il faudrait quelque part repenser le rôle du pharmacien dans la gestion de cette souffrance d'une façon précoce, en intégrant les soins spirituels aux soins pharmaceutiques dans une approche novatrice. Non uniquement parce que je suis, disons, pharmacien et intervenant en soins spirituels en même temps, mais parce qu'il a une nécessité, je vais l'expliquer dans la dia suivante, et pour aboutir quelque part à notre question de recherche essentielle, qui n'est autre que comment une approche intégrative et personnalisée en soins palliatifs oncologiques, combinant les soins pharmaceutiques et les soins spirituels, pourrait améliorer la gestion de la souffrance et contribuer à une meilleure qualité de vie des patients dès le moment du diagnostic d'un cancer métastatique. Alors, pourquoi les soins pharmaceutiques et les soins spirituels d'une façon précoce? C'est un petit peu la question, disons, de notre projet ou bien la nouveauté. C'est parce qu'on sait très bien que la mobilisation des ressources spirituelles aujourd'hui, telles que les croyances, les valeurs, le sens de ma vie, cette relation transcendantale avec un être supérieur, une valeur ou bien la nature, etc., a un certain impact sur le traitement avec un soulagement de la souffrance ou bien la prévention de certains symptômes. Et qui dit traitement, qui dit symptômes, dit aussi l'intervention pharmacologique ou bien du pharmacien. Alors, est-ce que le fait d'intégrer une discussion ou bien une communication renforcée entre le pharmacien et l'intervenant en soins spirituels pourrait améliorer cette synergie dans le projet thérapeutique? Voilà, c'est un petit peu ce terrain-là qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Et étant donné que la spiritualité fait partie intégrante de l'être humain et sa mobilisation pourrait impacter aussi les traitements et les effets secondaires qui peuvent surgir. Donc, cette synergie permettrait une croissance post-traumatique chez la personne et en améliorant cette croissance post-traumatique, on aura une amélioration de la santé humaine malgré la présence toujours de la métastase qui est présente. Donc, nos objectifs, c'est de revoir, aborder tous les aspects de la souffrance aujourd'hui avec les 4 sous-dimensions d'une façon holistique et innovante, en intégrant cette approche pharmaceutique spirituelle où le pharmacien a le rôle important d'identifier si la ressource spirituelle est importante pour pouvoir appeler un spécialiste qui est l'intervenant spirituel et collaborer ensemble pour l'amélioration des soins. Les 3 objectifs finaux, quelque part sous-objectifs, c'est transformer les pratiques soignantes actuelles en une communauté de soins où chaque intervenant, d'une façon interdisciplinaire, pourrait agir autour de la trajectoire des soins du patient. Changement de paradigme significatif en élaborant de nouvelles compétences et des postures pour le pharmacien qui pourrait l'adopter dans sa façon d'être comme soignant. Et aussi favoriser le dialogue et la complémentarité pour soigner la personne en sa totalité et non uniquement un traitement de la maladie. Pour ce faire, j'adopterai une méthodologie mixte avec 3 volets.
Le premier volet est une étude qualitative autour des patients, phénoménologique, avec à l'aide d'entrevues semi-dirigées. Dans cette entrevue, on va explorer d'une façon phénoménologique l'impact de la souffrance sur le vécu de la personne et comment cette personne gère, quels sont les moyens aidants aujourd'hui. Est-ce que cette personne va parler de cette souffrance uniquement au médecin ou bien il va aussi en expliquer ou bien en partager avec le pharmacien, les intervenants en soins spirituels, etc. Donc, quel est le rôle chez ces personnes-là, du pharmacien et des intervenants spirituels dans cette trajectoire des soins? Et on va aussi explorer leurs besoins personnels. Et notre grande nouvelle, disons, c'est qu'on a eu l'approbation éthique hier. Donc, on est prêt maintenant d'aborder notre premier volet et faire les entretiens semi-dirigés avec cette affiche qui a eu, voilà, je l'ai mise parce qu'on a eu l'approbation éthique. Donc, voilà. Donc, on va faire cet entretien avec 20 à 30 participants des différents sites du CHU de Québec, commençant à partir, disons, de la semaine prochaine ou à la fin de ce mois. Le deuxième volet, donc après avoir abordé et exploré ses besoins personnels, on va aller chez les professionnels de santé pour voir les enjeux et les défis pour l'intégration de cette approche pharmaceutique spirituelle dans une approche beaucoup plus holistique et globale, en intégrant les autres professionnels de santé, pour ne pas dire qu'ils sont de côté, mais cette approche pharmaceutique spirituelle fait partie d'un système. Et donc ce système, on va l'étudier s'il y a des défis à l'intégration ou pas. Et donc, on va aussi identifier les outils de mesure les plus pertinents, voilà, pour évaluer l'évolution des symptômes liés à la souffrance globale par une approche aussi qualitative, collaboratrice, intégrative. Et finalement, quand on voit les besoins personnels, quand on explore aussi les enjeux et les défis, on va tester notre nouvelle approche dans un essai clinique randomisé avec un groupe de patients qui reçoit les soins conventionnels aujourd'hui présents et un autre groupe recevant ces soins individualisés, personnalisés, holistiques avec cette approche pharmaceutique spirituelle. On va comparer les résultats pour voir si on gagne une certaine efficacité ou une amélioration de la trajectoire de soins avec le temps. Les résultats attendus, c'est qu'avec cette approche, avec cette synergie, son impact avec la croissance post-traumatique et l'amélioration de la santé, on aura 3 résultats attendus quelque part. Premièrement, le soulagement précoce, donc dès le moment du diagnostic du cancer métastatique, une amélioration éventuelle de la qualité de vie dès le début et non pas à la fin de vie. Deuxièmement, c'est de former cette communauté de soins précoces. Donc, on intervient directement dès le début de façon interdisciplinaire. Et finalement, de créer un programme d'intervention précoce dès le moment qu'on sait qu'une personne a ce diagnostic, ben, on pourrait intervenir avec un programme préétabli pour cela. En conclusion, donc j'ai mis voilà, ces photos de plusieurs personnes qui sont atteintes de cancer pour se rappeler que on fait tout ça pour elles. Et par cette citation, je finis avec cette citation de Mylène Brunet qui dit que nous avons besoin de dialoguer davantage entre nous pour mieux comprendre la complexité de cette expérience qu'est la souffrance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Émile. Si vous voulez ouvrir votre micro, on vous écoute. Je veux vous dire que je vous ai trouvé passionnant, tous les intervenants, intervenantes. Et puis, j'ai le goût de me joindre à vous en quelque part parce que je vois que j'ai un bout d'expérimentation multiple et je serais prête à me joindre à une équipe de chercheurs comme co-chercheurs. Et la dernière intervention particulièrement, quand on parle d'approche phénoménologique et d'expérimentation qualitative, je me pose encore la question, est-ce que c'est facilement accueilli par les universitaires et au niveau international sans que ce soit quantitatif nécessairement? Voilà. Honnêtement, pour vous dire, ben, moi, je viens du domaine des sciences pharmaceutiques, donc c'était pour moi une découverte, la méthodologie qualitative aussi. C'est pour cela que je suis aujourd'hui 2 cours de méthodologie qualitative pour acquérir ces compétences, que ce soit ici à la faculté de théologie ou bien à la faculté de sciences de l'éducation. Nous avons l'habitude de travailler avec la médecine basée sur les preuves, donc evidence-based medicine en anglais, et donc avec des protocoles bien précis, donner la bonne dose avec le bon traitement, la bonne pathologie, etc.
Et donc, cette approche phénoménologique ou bien qualitative, c'est quelque chose de très nouveau. Donc, l'accueillir déjà est un défi pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude on entend vraiment la voix des patients, mais sous forme de questionnaire plutôt avec des chiffres. Aujourd'hui, on voulait aborder les choses d'une façon nouvelle et c'est pour cela que ça répond à l'intersectorialité et suite aux discussions qu'on avait faites avec la faculté de théologie, à la professeure Champagne, de voir une autre manière d'aborder cette expérience et c'est pour cela qu'on essaye de l'intégrer beaucoup plus dans le domaine des sciences pharmaceutiques et c'est vraiment une nouveauté et je ne sais pas si c'est une première aussi dans ce domaine-là. Et voilà, donc un défi, une nouveauté, mais aussi une opportunité pour bien saisir notre objet de recherche. Voilà. Merci pour la question aussi. Oui, oui, pour faire suite à ce que M. Émile Abouchard vient de dire, comme historienne au niveau plus de l'histoire religieuse du Québec, en 1639 sont arrivées les Augustines Oui. et elles avaient une approche holistique. Elles étaient à la fois apothicaresques, l'ancêtre, et également religieuses hospitalières. Donc, ça fait partie en quelque sorte de notre fibre de soignante ici. Donc, c'est une piste Oui. au point de vue de prémisse dans le domaine. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Oui, allez-y. C'est arrivé un témoignage, au fond, qui peut se percevoir comme une question en même temps. Oui. J'ai eu un cancer il y a 1 an et j'ai fait partie, après l'opération, d'un groupe de personnes ayant vécu les mêmes expériences. Et c'était animé par une aide en soins spirituels. Alors, je ne sais pas parce que ce que j'observe dans votre recherche, c'est beaucoup la relation entre le professionnel et le patient, et aussi le multiprofessionnel et le patient. Mais est-ce que vous prévoyez une démarche de patients entre eux, orientés avec un professionnel? Travail de groupe, donc. Oui, c'est une excellente question. Merci beaucoup pour cette question. Je pense honnêtement que c'est un volet à explorer aussi, parce que si je ne me trompe pas aussi, lorsque j'ai fait mes études en intervention spirituelle en Suisse, il y avait des études qui ont dit que les personnes qui vivent beaucoup plus d'empathie sont les patients entre eux. Et donc, ils ont constaté dans les recherches que les patients qui étaient on parle de deuxième, première classe en assurance, etc., qui étaient accompagnés d'une autre personne dans la chambre, on aurait une amélioration beaucoup plus de la discussion de la qualité de vie des patients parce qu'ils étaient en train d'échanger ensemble lors, par exemple, de la prise de la chimiothérapie à l'hôpital, etc., par rapport à des personnes qui étaient seules en chambre. Je pense que c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Et on avait beaucoup plus pensé au groupe de parole avec les professionnels de santé plutôt, pour voir entre eux comment eux-mêmes ils gèrent la souffrance des patients qu'ils rencontrent dans la clinique, mais aussi comment ils gèrent leur propre souffrance face à ça. Parce qu'une souffrance qui est mieux gérée par les professionnels de santé a aussi un impact sur le système de santé. Donc, le fait d'avoir des groupes de parole entre des patients, je pense que c'est une excellente idée. Et voilà, j'accueille ça avec beaucoup d'enthousiasme, disons. C'est une méthodologie qui est appliquée au CHUL. Oui. De façon constante. Okay. C'est à faire de façon régulière. Super. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question. Oui, oui, mais je me demandais, en fait, ne connaissant pas beaucoup la Martinique, les Adventistes du 7e jour, est-ce que c'est très représentatif de la foi en Martinique ou c'est plutôt un petit groupe? Comment ça se présente pour... C'est assez représentatif. C'est vrai que la première religion en Martinique, c'est plutôt les catholiques. Mais au niveau protestant, les adventistes, oui. Il y a beaucoup d'églises adventistes aux Antilles, oui. D'accord. Je me demandais justement au niveau du recrutement, si c'était un petit groupe ou finalement c'est assez représentatif. C'est assez représentatif. La particularité, c'est que la Martinique, c'est une île et tout le monde se connaît.
Voilà, donc c'est pour ça que des appels à candidature ont pu être envoyés directement aux femmes concernées parce que voilà, les choses sont dites officieusement. Ouais, ça fait des bons enjeux de recrutement, mais merci. Merci beaucoup pour la question. Merci. Si vous voulez ouvrir votre micro, on vous écoute. Bon, écoutez, je suis vraiment touché par cette intention référée à, la problématique psychosomatique de l'âme. Et j'aimerais dire que vous avez développé ce que James Hillman, le psychologue américain, parlait comme épistrophie, mentionné comme épistrophie. Ça veut dire d'aller au passé pour résoudre les problèmes que nous souffrons au présent. Non? Et ça me vient à la tête Marcille Fissin qui était dans le groupe le gouverneur de l'époque, est mentionné comme médecin de l'âme. Et vous avez passé par des évidences de psychosomatique, certainement, surtout à la fin avec le docteur Émile, non? Et moi, j'ai retenu l'association de soins spirituels et soins pharmaceutiques. Et bon, je ne sais pas si je peux le mentionner parce que vous appartenez à une université nord-américaine qui ne reconnaissent pas tellement la puissance des médecines traditionnelles alternatives et surtout que j'ai entendu dans votre discours est tellement approprié par les appliquer. Par exemple, dans l'accompagnement de deuil, non? Il y a une substance qui s'appelle Ignatia qui aide beaucoup à nettoyer la douleur et composer la pensée, la psyché vers l'équilibre. Ignatia Amara. Il y a aussi, vous avez mentionné la fin de vie. Et on pourrait revenir à considérer une substance qui s'appelle Arsenicum album, qui les patients présentent une situation de haute mouvement, sans repos, anxiété, et que si on emploie les Arsenicum album en haute potence, haute dose, ça peut aider beaucoup à passer à travers le moment de la mort. Et bon, vraiment, vous avez ouvert, heureusement, à mon avis, dans notre temps matérialiste, à cette subtilité de l'âme et le corps et comment agir dans ce domaine-là. Parce que, comme dit un psychiatre français, il dit, et on n'est vraiment personne quand on est personne. Non? Comme en disant que la vie va, on dégringole, et c'est l'âme qui commence à se manifester. Et comme dit le philosophe québécois André Moreau, on devient de lumière pensant. À la fin, on est de lumière pensant, mais accompagné dans ces moments si fondamentaux, c'est un atout extraordinaire, universitaire, intellectuel. Merci. Je suis médecin et j'ai parlé, médecin sud-américain, et j'ai parlé subtilement avec de la prudence de l'homéopathie uniciste, qui a une efficacité énorme. Il faut la connaître, bien sûr. Mais bon, allons-y. Merci, monsieur. Est-ce que tu veux réagir? Oui, merci, monsieur Varela. Merci. Voilà, c'est une intervention. Ça me rappelle vraiment cette unicité de l'être humain, corps, âme et esprit, dans laquelle cette vision anthropologique aujourd'hui de la médecine, elle est appelée vraiment à regarder l'être humain dans son unicité. On n'est pas des corps uniquement, on ne traite pas des personnes, mais on soigne une personne. Et en soignant une personne, on est en train d'intégrer toutes ces différentes dimensions ensemble.
la connaissance aussi de la médecine traditionnelle ou bien homéopathique ou bien alternative, etc., est très importante. Et je reviens aussi à toute cette question du lien entre les plantes, la spiritualité, le cosmos, etc. Oui. Bon, moi, j'ai fait voilà aussi mes études en théologie après la pharmacie et on découvre ce lien énorme avec ce que le pape aujourd'hui appelle la maison mère ou bien l'écologie intégrale, etc. Et puis, c'est un lien, on est tous aussi, on manipule avec des produits naturels aujourd'hui pour faire face à des questions de souffrance comme la morphine qui vient aussi, voilà, un extrait de plante, etc. Donc, c'est vraiment, on est là-dedans. On est en train de construire ce pont-là entre les sciences humaines et les sciences théologiques, si j'ose dire, les sciences médicales. Et c'est à explorer vraiment parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble et à communiquer ensemble dans ce sens-là autour de la même personne qui est l'être humain. Merci. Alors, on va céder la parole à la professeure Hatch. Déjà, je commence par remercier professeur Hélène Champagne d'avoir invité Émile, puis de nous avoir invités. Je dois avouer déjà que tous les projets qui ont été présentés aujourd'hui, tous les panélistes sont vraiment exceptionnels. Les projets sont vraiment très, très beaux, très intéressants, très passionnants. Et surtout, peut-être le message clé que je conçois, parce que moi, je suis peut-être la personne la moins impliquée en spiritualité par rapport à tout le groupe. Donc, de quelqu'un qui voit les choses de l'externe, c'est vraiment passionnant de voir combien la spiritualité peut avoir une place dans nos milieux de soins, dans notre pratique, dans notre prise en charge, dans la santé. Et je trouve que des panels pareils ne devraient pas avoir un auditoire restreint de personnes impliquées par la spiritualité, mais il faut, à mon avis, partir plus loin pour participer à des congrès, non seulement en soins palliatifs, mais aussi dans des congrès médicaux, parce que on se rend compte combien la spiritualité peut avoir un rôle plus grand, plus important, et surtout en intersectorialité. Et moi, si je me permets de parler aussi de notre propre expérience personnelle, c'est sûrement pas facile de pouvoir travailler les différents domaines. Donc, le concept d'interdisciplinarité puis d'intersectorialité est très beau, mais peut-être professeur Champagne pourra en témoigner, mais on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à pouvoir aboutir à un dialogue commun, puis à un terrain commun, à une mission commune, puis éventuellement à se comprendre. Donc, les efforts qu'on a faits, moi, je trouve que c'était ça qui était important, c'est qu'on a été tous les deux ouverts à pouvoir travailler ensemble. On était tous les deux ouverts à changer notre mentalité de réfléchir en silo, mais plutôt de réfléchir qu'il y a d'autres domaines où on peut se dialoguer. Et je crois que même si on n'arrive peut-être pas à pratiquement impliquer une approche qui soit à la fois spirituelle et pharmaceutique, mais au moins on aurait sollicité le monde médical que c'est des approches qui devraient exister, qu'on devrait être plus sensibilisé à cette approche plus ouverte. Et surtout, on a appris à s'entendre, à s'écouter, à dialoguer, et ça en soi est une réussite. Donc voilà, je voulais remercier encore une fois professeur Champagne pour pour ce bel échange, mais surtout pour cette belle collaboration. Puis je souhaite féliciter vraiment tous les autres projets où j'ai appris d'autres domaines d'application de la spiritualité et j'ai vraiment hâte de voir les résultats de ce que vous pourriez avoir donc par la poursuite de vos projets, puis de lire vos articles et tout ça. Voilà, merci encore. Hélène, tu voulais réagir peut-être? Oui, ben, si je peux me permettre vraiment pour remercier Aline et puis pour confirmer que c'est Aline qui a eu l'initiative de venir te solliciter. Est-ce qu'il n'y aurait pas des liens possibles? Et puis, je lève mon chapeau à Aline pour sa persévérance, pour son doigté, mais aussi pour l'ingéniosité, pour l'ouverture au dialogue qui rend possible cette recherche et qui vraiment est prometteuse. Effectivement, on arrive de deux univers différents, mais complètement différents. Et c'est déjà fascinant tout ce qui a pu se faire comme chemin en 1 an et demi à peu près, puis de dialogue, de découverte réciproque, de déplacement. Alors, je pense que le travail qui ne sera plus en silo, et c'est pas juste un rêve, je pense que c'est nécessaire et c'est possible. Merci, Annie, merci. Excusez, peut-être vous connaissez tous, mais moi j'ai oublié de me présenter un peu plus. Et moi, je représente l'Observatoire Vieillissement et Société de l'Université de Montréal à Montréal. Et on est content d'avoir participé de votre chaire. Merci. Vous êtes bienvenue. Merci beaucoup. On est ravis, M. Varela. Alors, Mme Galipo, vous vouliez reprendre la parole? Ben, en fait,
que j'applaudis aujourd'hui, c'est ce qui vient d'être mentionné tantôt. C'est le côté éclectique des propos de recherche et l'ouverture sur les différentes orientations. La question que je voulais poser, c'est très informatif. C'est à Christine. Je ne connais pas particulièrement l'Église adventiste du 7e jour qui se pratique en Martinique. Dans le cas de Madame Tournesol, est-ce que son agresseur, c'est un pasteur? Non, 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 ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un membre de l'Église adventiste non plus. Non. Ah, d'accord. Et pour l'Église adventiste, est-ce que ce sont des pasteurs Ce sont des pasteurs, oui. mariés? Oui, D'accord. mais pas forcément. Voilà, ça peut être aussi des célibataires, mais généralement, ils sont mariés, oui. D'accord, merci. Je peux me permettre, le fait que, si j'ai bien compris, le fait que tout le monde se connaît, Oui, que les milieux sont très, comment dire, pas fermés, mais très restreints, disons Oui. ça comme ça. Ben, si un pasteur avait été abuseur, tout le monde le saurait, et les personnes abusées le sauraient aussi, sauraient entre elles, et alors la parole devient vraiment difficile à entendre. oui, c'est exactement ça, puisque l'information se ferait de manière officieuse, tout le monde saurait, mais il n'y aurait pas eu de délation franche et une action en justice menée. Maintenant, les choses tendent à changer puisqu'il y a beaucoup de conférences, de prévention, d'encouragement pour que les victimes, hommes comme femmes, puissent dénoncer, parler. Donc maintenant, de plus en plus, il y a des familles, des victimes, même dans l'âge de l'enfance, qui vont dénoncer, oui. Mais c'est encore très peu en deçà par rapport au nombre de victimes. Où dénonce-t-il? Au niveau de la justice, Ça soulève toute la question de la parole, hein, de la prise de parole, comment ça change une vie. On parlait tantôt des groupes de patients qui peuvent parler entre eux. C'est super fort. Moi, une chose qui semblait un peu anecdotique à la fin de la présentation d'Audrey, mais que je trouve formidable, c'est que vous aviez un objectif d'aller chercher de l'information. Et toi, tu as vu d'autres informations. Et la tentation pourrait être de rester dans nos créneaux serrés, comme ça se passe tellement souvent dans le domaine biomédical. Tu as eu la finesse ou les antennes, ou enfin, tu as vu apparaître autre chose qui est aussi tellement important. Ça dit quelque chose aussi de ce que font les intervenants en soins spirituels. Ils écoutent, ils ont des notes au dossier à faire, il y a peut-être un protocole d'évaluation et tout ça, sauf qu'on on voit bien qu'ils entendent aussi autre chose. On ne parle pas de la troisième oreille ou d'autres antennes, mais et c'est ce qu'on entend autre aussi qui est super important. Donc, il y aura, il y aura de la richesse insoupçonnée aussi à sortir de ça. Je trouve ça vraiment formidable. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui aimeraient poser une question, faire un commentaire? Oui, allez-y. J'aimerais ajouter la valeur de ce que vous avez mentionné comme théologie pratique. Et, et ça approche à la pensée grecque, où il n'avait pas de psychologie ni des églises, mais les divins, les divinités étaient autour. Et peut-être dans l'attitude de prévention et pour faire une vie de meilleure qualité et plus de paix, on pourrait insister sur que la théologie devient comme touchant, on pourrait dire touchante, aux proches, et comme belle combinaison de la transcendance et l'immanence. Si on peut travailler dans cette ligne, ça donnerait de la paix et de la santé mentale au monde, j'imagine. Merci pour la suggestion, j'entends bien, comme professeur de théologie pratique. Là, Ben oui. Merci. Merci. Je pense qu'il y a quelque chose à bouillonner encore longtemps. Hein? Tout à fait. Allez, votre main est levée encore? Oui, si je me permets juste de rajouter un dernier point, parce que moi aussi, je souhaite remercier Émile parce que j'ai eu beaucoup de chance de l'encadrer puis de l'avoir dans mon équipe. Puis Émile n'est pas un étudiant, il est plus un collègue, puis quelqu'un qui m'apprend au quotidien, puis avec qui on construit et on co-construit. Donc, c'est rare d'avoir des étudiants aussi passionnés, puis aussi, on va dire,
comme ça polyvalent et mature. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir des personnes pareilles qui nous aident à accomplir nos projets, puis d'avoir de bonnes collaborations pour aboutir à des projets et des résultats finaux. Voilà. Encore un dernier mot, j'aimerais ça rajouter parce que les gens qui sont aussi nos panélistes qui sont en ligne, on les voit moins, ils sont plus discrets. Donc, j'aimerais ça souligner l'originalité du projet de Frédéric qui a souhaité travailler auprès de personnes autistes de haut niveau. C'est pas quelque chose qui est très courant en théologie. Puis en termes de théologie pratique, Frédéric a eu l'audace de s'immerger dans des communautés, dans des groupes de parole, justement. Donc, alors, il y a quelque chose qui est en train de bouillonner de son côté, qui prend forme. Merci à Marc aussi, qui a raconté le parcours de toute une année. Il a été impliqué en partie avec Frédéric, mais aussi il a mené à certains moments le projet d'une façon vraiment très riche et très investie. Alors, bravo pour ces intuitions, le lien avec la phénoménologie, avec le travail d'intervenants et la phéno. Ce parallèle-là me semble porteur, très plein de potentiel. Merci à Audrey qui s'est joint au projet, qui est entrée comme si elle avait fait ça toute sa vie, et puis qui nous est arrivée avec des idées formidables, des nouveaux éclairages, des pistes très, très riches, des belles intuitions. Merci à Émile. On fait l'éloge d'Émile, bien sûr, mais qui, dans sa personne, joint les deux disciplines. Merci à Christine. Il y a un projet très, je ne sais pas comment le mentionner, vraiment, ça me touche beaucoup, mais qui a un projet qui touche des tabous, qui touche la santé, qui touche des femmes. Et je sais, pour l'avoir entendu, que Christine, elle est impliquée aussi sur le campus avec une sensibilité et une vigilance pour le soutien des femmes, justement. Oui. Alors, chapeau à vous tous, à vous toutes. Voilà. Alors là, moi, je ne vois pas d'autres mains. On n'en voit pas d'autres, non. On n'en voit pas d'autres, Oui. merci. Heureusement qu'il y a toute l'équipe pour me sauver aujourd'hui. Alors, un très grand merci à vous, Christine, Frédéric, Marc, Audrey et Émile, de nous avoir partagé ces pistes de recherche diversifiées et inspirantes. Nous vous souhaitons une excellente suite aussi dans vos projets respectifs et prometteurs. Puis pour rester à l'affût de nos activités, l'idéal, c'est de consulter le site de la chaîne Religion, Spiritualité et Santé, donc le www.crss.ulaval.ca. Merci à tout le monde de votre intérêt, de votre participation. Bonne fin de journée ou de soirée. Bon printemps s'il y en a par chez vous. Veillez bien sur vous et on vous dit à la prochaine.